Bonsoir à toutes et à tous. Bon, d'abord, quel meilleur lieu que la maison des aînés et des aidants pour vous accueillir. Je trouve que c'est important. Toutes les villes n'ont pas une maison des aînés et des aidants, il faut le souligner. Donc, et surtout le processus qui a amené à cette co-construction est vraiment essentiel. Donc, pour y faire vivre des initiatives telles que aussi la vôtre. Donc, deuxième chose, félicitations parce que le projet que vous avez initié et la construction de à la fois l'exposition photographie, et vraiment je vous invite à aller la voir au Champ Libre. Et du processus aussi d'accompagnement via des conférences. Donc il y a vraiment une volonté de sensibilisation. Je pense que ça, c'est vraiment important. Vous avez aussi une série de podcasts et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très pertinent. Et pourquoi je vous félicite ? C'est parce que vous incarnez vraiment le mouvement, l'initiative citoyenne. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai appelé de mes voeux depuis longtemps. Je vais vous dire d'où je parle. Je suis d'abord directrice de services pour personnes âgées et handicapées. Donc ça a été une partie de ma carrière. Pendant 25 ans, j'ai dirigé des services à domicile. Je suis aussi psychologue et depuis 15 ans, je suis consultante, conférencière, formatrice sur toute la France, sur ces questions du vieillissement, des vieillissements, les questions liées, on va dire, à l'avancée en âge, et il n'y a vraiment pas d'homogénéité, effectivement, quand on voit, effectivement, comme le disait Swazik, à partir de 60 ans, et puis le nombre de centenaires augmente et ne va pas diminuer, bien au contraire, puisque nous avons la chance de vieillir. Et en tout cas, si nous avons la chance de vieillir, c'est parce qu'on a échappé aux causes de mortalité toute la vie, avant d'arriver à l'âge que chacun a aujourd'hui dans cet auditoire. Et pour se focaliser sur cette transition, vous avez parlé de passage, de l'activité professionnelle à la retraite. Donc vous êtes focalisé sur ce que ça fait que de devenir retraité de manière plus ou moins, on va dire, brutale, plus ou moins pensée en amont, de manière plus ou moins subie ou de manière plus ou moins choisie. En tout cas, si je trouve remarquable votre mouvement, et il témoigne probablement aussi d'une évolution de notre société sur ce changement de regard que certains d'entre nous avons appelé de nos voeux, on va dire peut-être un peu plus de manière anticipée par rapport à d'autres. En tout cas, pour moi, c'est dans la lignée d'une secrétaire d'État aux personnes âgées qui était celle du gouvernement Jospin, Paulette Guinchard. Et on est aussi dans le lieu du clic. C'est aussi la maman des clics, donc qui était engagée pour ce mouvement de révolution, au-delà de la révolution de la longévité. C'est aussi une révolution de société qu'on a à engager tous en tant que citoyens, pour tordre le cou aux représentations négatives du vieillissement qui sont quand même très très présentes dans notre société. Et Paulette Guinchard, en 2000, dans son rapport « Vieillir en France en 2000 », avait commencé par une de ses premières propositions sur les 43, qui était le vœu qu'elle formulait de changer de regard, que nous changions de regard, que la société change de regard sur les vieux et le vieillissement. Et effectivement, à ce moment-là, moi je me suis dit que ça venait, on était proches aussi parce qu'on partageait les mêmes idées, mais en tout cas que ce n'était pas une utopie. Ou au sens de Victor Hugo, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. L'utopie d'un moment, ça peut être, et c'est en général la réalité du lendemain. Donc on est au lendemain, vous y êtes, et vous y participez activement, parce que effectivement, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est probablement un travail de patience où il faut être nombreux à ramer fort, de plus en plus nombreux, à ramer toujours fort pour inverser le courant, en fait, pour aller à contre-courant
de 3 types de discours que sont le discours politique, le discours médiatique et le discours populaire, c'est-à-dire celui que chacun d'entre nous véhicule quand effectivement il formule des choses assez banales du quotidien, comme quoi vieillir c'est pas marrant, ou bien quand on a des injonctions au jeunisme, donc avec effectivement une forme de discrimination possible qui est l'agisme, quand vous lisez un titre du Nouvel Obs, vieillir jeune par exemple, voilà, ça fait un peu de distorsion quand même dans le cerveau, voilà. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur cette transition du passage à la retraite et pourquoi moi ici. Par ailleurs, je suis aussi chargée d'enseignement à l'école des hautes études en santé publique, donc l'école rennaise, nationale, qui forme les directeurs d'hôpitaux, directeurs d'établissements sociaux, médico-sociaux, donc, mais surtout où on fait de la santé publique, donc il y a aussi tout un pan d'intérêt pour moi aux politiques publiques et puis aux transformations sociétales, et puis de recherche. Moi je suis plutôt une chercheuse, non pas académique, mais une recherche action que j'ai menée. Et c'est dommage que la G2R, la mondiale, ne soit pas là, puisque je l'ai menée, cette recherche-action, sur un appel de la Fondation G2R, la mondiale, en 2011. Et peut-être que là, j'étais peut-être un peu trop avant-gardiste dans ma réponse, mais en tout cas, eux étaient avant-gardistes puisqu'ils avaient lancé un appel à projet, tenez-vous bien, le titre est assez long, qui s'appelait « S'engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors, retraités et actifs dans l'entreprise et dans la société ». Donc, tous les mots sont importants dans le vocabulaire qu'on utilise. Oui, vous n'avez pas utilisé vieux du tout dans votre podcast. Bon, vous avez parlé de retraité, le refus de la désignation, qui va aussi peut-être avec la réflexion sur le statut. Mais dans ce titre, vous voyez, il y a senior, mais retraité et actif. Vous nommez les actifs libérés. Effectivement, un des éléments phares, c'est le fait que notre société pense l'activité ou l'a pensée trop en regard de l'activité professionnelle. Donc une activité, on va dire, assez visible, productive, qui donne lieu à une rétribution, un bulletin de salaire, etc. Et la retraite, elle a été pensée dans les années 45, 60, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir par rapport à la prévision même démographique et du temps de la retraite de cette époque-là. Donc seniors, retraités et actifs dans l'entreprise et dans la société. Oui, parce qu'il va bien y avoir une transition de l'activité professionnelle vers un autre type d'activité. On ne devient pas inactif parce qu'on est retraité. On pourrait s'appesantir un peu sur le mot retraité, la sensation parfois d'être en retrait, on verra. Puis je vais vous mettre à contribution, parce que de la même manière que ce qui est bien plus intéressant, c'est ce que chacun raconte en fait de ce qu'il vit, ce que vous avez fait dans votre podcast et dans votre initiative, puisque vous vous êtes rendu compte qu'il y avait besoin de se retrouver pour parler de ce qu'on vit, pour partager ses interrogations, ses appréhensions, ses bonheurs, ses joies, voilà. Retraités et actifs, donc dans l'entreprise et dans la société, mais c'est s'engager, le premier terme de cet appel à projet, s'engager. L'engagement, c'est quelque chose qui va être important, et vous l'avez aussi montré, comment chacun va s'interroger sur comment je peux continuer, parce que c'est souvent une continuité quand même, mais pour certains, ça peut être une rupture, continuer à s'engager, effectivement. S'engager, ça veut dire désirer, s'engager dans la vie, continuer à vivre avec d'autres points on va dire d'intérêt et d'autres possibilités. Et en général, c'est quand même du temps libéré, cette retraite. Donc là où le temps de l'activité professionnelle, donc si on voit de manière un peu ternaire nos vies,
avec la première partie de la vie qui est une partie d'apprentissage, de petite enfance jusqu'à la fin des études. Une deuxième partie de la vie qui est un temps d'activité professionnelle, souvent un temps où on court après le temps. Et puis une troisième partie de la vie qui serait le temps effectivement de la retraite. On voit bien que ça c'est une approche, on va dire, ternaire ou en 3 temps, qui valait probablement dans les années 60, 70, 80, 90 peut-être encore, mais qui ne vaut plus aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est pas seulement le temps de la jeunesse, le temps de la maturité, le temps de la vieillesse, mais que tout ça, ça se conjugue différemment aussi selon les parcours de vie. On parle de maturescence, on parle d'adolescence pour les adolescents qui se prolongent, enfin, etc. Vous voyez bien qu'en fait, je fais référence à un ouvrage d'Éric de Chavannes et Pierre-Henri Tavoyot, qui sont 2 philosophes, que je vous recommande. C'est un gros pavé un peu philosophique, mais néanmoins, ils en ont tiré, en tout cas Pierre-Henri en a tiré un petit ouvrage qui s'appelle l'Almanach des âges de la vie, parce qu'il tenait une chronique d'une page dans le magazine Philosophie Magazine, donc sur les temps de la vie, et c'est en poche vraiment, donc ça se lit, vous pouvez en lire une page et demie de poche ou 2 pages de poche chaque jour. Et effectivement, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est un brouillage des âges de la vie. Donc Pierre-Henri et Éric Tavoyot et Éric de Chavannes, qui ont sorti leur livre, c'était 2007. Bon, moi, je m'intéresse à ces questions, je m'intéresse aux vieux, d'abord aux personnes, aux vieilles personnes, depuis 45 ans. Voilà, à un moment où ça ne se bousculait pas au portillon pour s'occuper des vieux, dans les années 80. Mais voilà, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu parmi les pionniers sur certaines questions d'anticipation. Mais donc quand j'ai lu leur livre, ça m'a tout de suite intéressée. Et puis quand j'ai vu cet appel à projet, c'est pas banal puisque moi je venais de quitter ma direction en 2010 et c'est en 2011. Je réponds, c'était aussi pour la Fondation de France, les fondations AG2R La Mondiale, et je réponds avec une proposition, je me suis autorisée un titre long aussi, qui s'appelait ainsi « Réfléchir à son rapport au temps », non, à son rapport à ses engagements, ou aux engagements, au temps et aux activités tout au long de la vie, pour un vieillissement ajusté à chacun. Et dans leur titre, il y avait le bien vieillir. Alors vous en entendez des tas de choses, des tas de discours autour du bien vieillir, avec le risque que ça soit un diktat. C'est-à-dire que si vous vieillissez pas bien, quelque part, il y a une façon de responsabiliser par rapport à ce devenir d'être vieillissant. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a une part à prendre active individuellement à chacun, en tout cas à notre destin. Et puis on a aussi probablement une part collective à prendre sur le destin d'une société. En tout cas, mon approche, ça a été celle-là. Mais néanmoins, mon approche, elle est à volonté non jugeante et non stigmatisante, parce que il n'y a pas de commune mesure entre, allez, peut-être que certaines ou certains se reconnaîtront, et j'espère ne blesser personne, mais entre une femme qui a 50 ans et qui a eu un parcours de vie économique, au travail et affectif chaotique, qui se retrouve avec une maladie handicapante, et puis une femme de 90 ans qui va nager 100 km de natation tous les matins et qui a eu une vie relativement épargnée à ces différents points de vue, à la fois économiques, sociologiques ou psychologiques. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre tout ce monde-là, n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes besoins. Et justement, si je commence par aspiration, c'est parce que on ne doit pas réduire les êtres aussi à des besoins. Et en ce qui concerne le bien vieillir, on sait tous à peu près de quoi on a besoin
pour bien vieillir. On entend les discours mangerbouger.fr, voilà, ne pas picoler, ne pas fumer, ne pas manger gras, ne pas manger sucré, avoir une activité physique adaptée, ou en tout cas avoir une activité physique, avoir du lien social. Donc je ne vais pas bien dormir, effectivement, je ne vais pas aller à l'encontre de ça, mais on fait quand même petits arrangements avec tout ça. Hein, et puis il y a des moments, c'est un peu plus difficile qu'à d'autres moments. Et donc c'est pour ça que je tiens au fait que c'est un vieillissement ajusté à chacun et que cette réflexion sur les rapports au temps, aux activités, aux engagements, il faudrait l'avoir tout au long de sa vie, en fait. Parce qu'effectivement, nos vies, potentiellement aujourd'hui, sont longues et que peut-être que le rapport aux apprentissages, par exemple, on devrait pouvoir le voir tout au long de la vie, et y compris pendant l'activité professionnelle, pouvoir à certains moments faire des pauses pour apprendre une nouvelle langue ou autre chose, ou en tout cas, on parle de la formation tout au long de la vie, les carrières de personnes qui vont avoir travaillé pendant 40 ans dans la même entreprise, ou 42 ans, ou 45 ans, ça va plus se voir. Mais parfois, c'est compliqué de se former tout au long de la vie. Ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Certains l'ont probablement vécu, monté des échelons, repasser des diplômes, etc. Ou ont passé tout au long de sa vie. Donc, un vieillissement ajusté à chacun, parce que qui mieux que chacun d'entre nous peut dire ce qui va être bon pour soi ? Ce qui sera bon pour vous sera peut-être pas bon pour moi, ou inversement, etc. Donc, c'est surtout à ça que j'ai tenu. Et pour faire cette recherche-action, j'ai créé des groupes où, pendant 2 jours, je proposais ce que vous avez initié avec vos 4C. Donc, des groupes pendant 2 jours de réflexion. Et avant, donc dynamique de groupe, moi je suis là que pour faire de la maïeutique, permettre aux gens de s'exprimer. Et surtout dans des entreprises avant le passage à la retraite. Et notamment la ville de Rennes, donc, qui a adhéré aussi au projet, qui a fait partie du comité de pilotage. Et donc j'ai animé des groupes qu'on appellerait aujourd'hui des groupes de préparation à la retraite, ou qu'on appelle, et d'ailleurs vos organismes de protection sociale, certains l'ont peut-être fait, c'est dommage que la G2R soit pas là, mais ont une offre pour vous proposer de vous préparer à cette transition. Et pour certaines personnes, ça va être, on va dire, une opportunité de se poser et de rencontrer d'autres personnes, de recevoir des informations. Les groupes de protection sociale donnent des informations, autant sur ce que je viens de dire, là, les bons conseils, en termes de prévention aussi, ou sur la gestion de son patrimoine ou autre. Moi, dans ce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui soit complémentaire de ça, qu'on soit vraiment dans une dynamique de groupe pour que chacun puisse repartir après ces 2 jours en ayant peut-être fait un petit pas de côté pour envisager ce temps à venir autrement peut-être qu'il l'avait envisagé jusqu'à présent, ou qu'il ait pu partager avec les autres, puisque en fait la force du groupe et du partage, c'est que je vais me reconnaître dans ce que l'autre va exprimer comme aspiration, ou comme crainte, ou comme perspective, ou comme projet. Et je ne serai jamais complètement à l'identique de l'autre, mais c'est aussi ce qui va me permettre de voir les choses autrement. Et c'est bien plus pertinent qu'une position, on va dire, descendante, didactique, qui pourrait dire il vaut mieux faire comme ceci, il vaut mieux faire comme cela. Donc, en tout cas, ce ne sera pas ma position. Alors, ce que je peux vous en dire maintenant, c'est quand même un peu, qu'est-ce que ça a donné que cette recherche-action. Ce qui était aussi important pour moi, c'est d'avoir pu le faire aussi avec des groupes de personnes en situation de demande d'emploi en fin de carrière. Donc c'était un axe que je voulais aussi observer, parce que c'est pas la même chose que de finir
sa carrière avec, et votre podcast, le premier thème, puisqu'il y a 4 thèmes, c'est le pot de départ, forcément j'abordais le pot de départ. Parce que il y avait forcément des gens qui pouvaient dire moi certainement pas, un pot de départ, ils peuvent... Quand on est on va dire, en tension à la fin de son travail avec son employeur, ou quand il y a un vécu péjoratif de la fin du travail, ça ne va pas être la même chose que si tout s'est bien déroulé, on fait la fête avec le travail, avec les amis, voilà. Et une des pistes quand même, c'était de ne pas négliger la valeur symbolique du moment où on quitte le travail, notamment avec le pot de départ, et que même si on n'en a pas envie, en fait, il vaut peut-être mieux le faire quand même, parce que ça va manquer si on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y a la dimension symbolique va être importante. Alors on trouve des aménagements pour le faire à sa manière, y compris quand ça se passait pas très bien. Parce qu'une de mes hypothèses quand même, c'était que en fait la période qui va se vivre après, si la période d'avant, juste avant, est pas très positive, pas très bien vécue, ça va être plus difficile de se projeter bien après. Donc c'est pour ça que les entreprises, de mon point de vue, ont aussi une responsabilité dans l'accompagnement de leurs salariés vers cette transition. Et alors il y a des dispositifs légaux, il y a des entreprises plus ou moins investies, mais force est de constater quand même que c'est difficile de mobiliser les entreprises sur leurs responsabilités en termes de gestion des ressources humaines ou gestion humaine des ressources, en tout cas dans cet accompagnement là du salarié. Alors certaines aménagent les horaires, il y avait quand même le dispositif de la retraite progressive qui était un dispositif intéressant mais qui est vraiment beaucoup moins utilisé. Et puis il n'y a pas de commune mesure entre des grandes entreprises et des petites PME, donc voilà. Et donc, une des hypothèses aussi, c'est que le défaut d'anticipation pour ce temps, en fait, représente aussi un risque de moins bonne issue, en fait, de la période qui va après. Voilà un petit peu, en sachant qu'on a balayé beaucoup de choses dans les échanges de cette de cette recherche-action, qui a donné lieu à ouvrages, publications, et puis une des hypothèses, c'était aussi qu'à partir de ce dispositif, on puisse aussi changer les représentations négatives du vieillissement. Et là, j'ai envie de vous poser une question, moi, là, aux actifs libérés. Et puis, j'ai envie aussi que ça s'adresse à vous tous, qu'on puisse échanger. Est-ce que vous avez conscience de participer à un mouvement, ou est-ce qu'il y avait une volonté de changer les représentations de ce moment-là, ou du vieillissement, en vous engageant, parce que là, vous êtes les témoins d'un engagement, dans ce type de projet? C'est Jean-François qui pourrait répondre. Oui. Il est où, Jean-François? Allez, te cache pas. Disons qu'il y avait plusieurs choses. Le premier point, c'était vraiment un moment d'échange qui était vraiment apprécié par les uns et les autres. En particulier, ce dernier aspect que vous évoquiez, les personnes qui quittent en difficulté leur travail. Et effectivement, on en a eu un certain nombre, et vous évoquiez la difficulté pour aborder la période de la retraite, et effectivement, ça complique sérieusement. Sur l'objectif un peu de notre groupe, c'est venu un peu petit à petit, en fait. L'idée de réfléchir un peu sur cette nouvelle période de vie ensemble, avec un centre sur la question du temps.
puisqu'en fait il y a quelque chose d'énorme qui arrive pour la première fois de notre vie. En fait, j'allais dire, on n'a plus personne sur notre dos. Et parce qu'en fait, on a quelqu'un sur notre dos, j'allais dire presque dès la naissance, enfin en tout cas dès qu'on rentre à l'école, et ça ne nous quitte pas quasiment jusqu'au moment du départ à la retraite. Et là, d'un seul coup, on vit dans une situation exceptionnelle, et c'est vraiment, on mesure aussi, je crois, dans notre groupe aussi la chance qu'on a de vivre dans un pays qui offre cette possibilité-là, avec en même temps aussi des menaces, même pour les prochaines générations, car c'est pas sûr que ça sera aussi favorable pour les prochaines générations. Et en fait, ensemble, effectivement, la dimension collective nous permet de travailler ces questions-là et de partager un temps très riche. Voilà. Et après, on le vit très, très différemment. Je pense que les témoignages des uns et des autres ne seraient pas les mêmes. Mais voilà ce que je peux évoquer. Alors moi, je peux rajouter, en fait, par rapport au vécu dans le groupe, c'est que effectivement, on se pose la question de ce qu'on devient quand on est à la retraite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et c'est bien ça, la porte s'est fermée derrière nous, et on se dit, mais il y a quoi maintenant, et où est-ce qu'on va trouver nos repères? On était la veille avec des jeunes, on buvait le café le matin, et le lendemain, on se retrouve dans des groupes de retraités, de sport, de quartier, de ce qu'on veut. Et c'est plus les mêmes têtes, quoi. Et là, on s'est dit, mais tout d'un coup, en une journée, on a basculé. Et cette bascule, on n'est pas prêt, même si on était à se dire, on va partir à la retraite, on sait que c'est telle date, mais on n'était pas prêt à ça. C'est quand même, moi j'ai trouvé que c'était très brutal. Et ce groupe-là, ça m'a permis, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser les expériences des autres pour en fait comprendre soi-même et se dire, il y a quelque chose à faire. Et je me rappelle d'une dame qui était venue et qui exprimait son inquiétude à se dire, mais c'est enivrant. J'ai l'impression d'être une adolescente, dans mon adolescence, une adolescente, avec une liberté énorme. Et c'est incroyable, quoi. Et ça me fait peur, parce que qu'est-ce que je fais de tout ce temps? Effectivement, c'est-à-dire qu'on passe d'un temps contraint, parce que le travail, c'est quand même très structurant, mais c'est aussi contraignant. Hein. Le contrat de travail, c'est un contrat de sujétion à l'employeur quand même. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont dans des activités libérales ou indépendantes, ça peut être différent, puisqu'en fait, c'est soi-même qui se met sa contrainte. Mais pour la plupart des salariés, ça va être un temps contraint, et on passe d'un temps contraint à un temps choisi. Donc un temps libéré, donc effectivement, le temps de la vie professionnelle, le travail, c'est très structurant. Souvent, ça correspond quand même au moment où on va avoir fondé sa famille. Donc on va avoir des investissements, au moins, pour ceux qui le font, il va y avoir un investissement du côté du travail, un investissement du côté de la vie familiale. Et puis, alors, ce que vous avez vécu, c'est brutalement du jour au lendemain. Et peut-être que ça peut correspondre aussi au fait que, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, les enfants, eux, ils ont aussi commencé à vivre leur vie. Oui, il y a deux choses également par rapport au groupe, c'est que dès lors qu'on n'est pas grands-parents et qu'on n'est pas avec des parents vivants, eh bien on se dit mais on ne correspond pas à la norme d'un retraité. Voilà. Alors effectivement, il y a deux composantes, c'est effectivement les composantes avec les générations suivantes et avec les générations précédentes. Effectivement, le statut de grands-parents, parfois, ça vient tout de suite combler, ou avant déjà d'avoir été retraité, on se reconnaît en tant que grands-parents. D'ailleurs, dans vos présentations aussi dans le podcast, c'est assez intéressant. Alors moi, j'écoute ça, voilà, d'un œil, oui, forcément décalé, mais la manière dont on se présente dans la vie n'est pas pour chacun d'entre nous pareil. Et en plus, en France, quand même, si vous êtes à une soirée où vous ne connaissez pas beaucoup de monde, pour entrer en contact, en général, qu'est-ce qu'on vous demande en dehors de la vie de retraité? Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les Québécois,
ils vont pas dire ça, ils vont dire mais qu'est-ce que tu kiffes quoi, enfin qu'est-ce qui est important pour toi. Donc en fait, on se présente souvent par rapport à l'activité professionnelle. Oui, et Ce ça, qui fait que c'est aussi un point en retraité, c'est-à-dire que quand on se présente, on dit retraité, et les gens, ils disent, ils s'interrogent même pas, retraité dans quoi? T'es retraité, ça y est, on a parlé, et puis on passe à autre chose. Ça veut pas dire qu'on vit au travers de ce qu'on a été, mais c'est très amusant ça. On est retraité. alors, L'âge de retraité, quoi. Ouais. alors après, il y a d'autres manières. Des fois, les gens se présentent en disant je suis veuf ou je suis divorcé ou je suis marié, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants, par exemple. Hein, vous voyez, donc ça vient à dire. Mais bon, ça pourrait très bien. On pourrait commencer. Comment? C'est par personne interposée, ça. C'est pas soi. Oui, alors, je sais pas. Parce que soi-même, quand tu te présentes Anne-Marie, comment tu te présentes, toi? Ben non, mais moi je présente tout de suite les activités que j'ai vues. Voilà. Bon, je m'en doutais bien, je la connais, c'est ma voisine, mais on n'en a jamais parlé comme ça, effectivement. Ouais. Parce que c'est ça qui est ton moteur. Okay, voilà. Et effectivement, le temps libéré peut représenter quelque chose d'assez angoissant, puisque en fait, c'est 8 heures par jour, 5 jours sur 7, possiblement, qui sont libérés. Donc la vacuité, la liberté, c'est angoissant. Et on n'a pas tous les mêmes formes. Il y a des gens qui sont très épris de liberté, qui vont s'arranger toute leur vie pour être plutôt, se libérer un maximum des contraintes qu'ils n'aiment pas. C'est à peu près mon cas. Et puis il y a d'autres qui ont besoin, à l'inverse, d'être très structurés, ils aiment la répétition. Enfin, il n'y a pas une forme qui vaut mieux qu'une autre. Hein. C'est, en fait, on a intérêt à apprendre à repérer quelle est sa forme pour pouvoir cultiver les avantages de sa forme et en minimiser les inconvénients. Donc, pour revenir, c'est une des questions que vous aviez prévues, mais elle est à la fin, mais je vais le dire, parce qu'en fait, pour moi, c'était pas non plus à n'importe quel moment que j'ai fait cette recherche-action, puisqu'à 48 ans, moi, j'ai en fait décidé de quitter ma direction. Mais je m'étais déjà dit ça à 45 ans, le jour de mon anniversaire, je suis rentrée en disant, je suis rentrée de courir parce que je suis une coureuse, et puis j'ai dit à mon mari, et il devait y avoir ma maman qui était là aussi, enfin bref, je dis, moi à 50 ans, je change d'activité, en tout cas je veux établir un autre type de rapport avec mon temps, mes activités, mes engagements. J'ai pas mal d'énergie, paraît, et j'ai fait beaucoup de... Voilà, je fais beaucoup de choses, mais je sentais bien que, je sais pas, intuitivement, en tout cas pour moi, il fallait que je puisse changer ça à un moment donné, peut-être parce que sinon, je serais peut-être allée dans le mur aujourd'hui, à 62 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, et finalement, je ne l'ai pas fait à 50 ans, ou à 50 ans, je m'étais dit, je prendrai une année sabbatique, et voilà, les enfants seront assez grands pour que je puisse partir 3 mois avec mon vélo dans ma voiture, mon ordi et mes bouquins. Faire vraiment un temps de réflexion. Puis les événements ont fait que c'est à 48 ans et que j'ai changé d'activité, je suis devenue consultante. Je me suis accordé du temps de réflexion, du temps pour faire des trucs que je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'avec une direction, on ne peut pas partir 5 semaines sur des aventures un peu particulières. Quand cette recherche-action elle est arrivée, c'était 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2010, réforme des retraites, et la manifestation de citoyens, peut-être certains d'entre vous, et c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Gérard aussi. Et là, je me suis dit, quand j'entendais les arguments de ceux qui étaient contre cette réforme des retraites, je me suis dit, oui, mais on ne va pas pouvoir répondre à un problème d'aujourd'hui, a fortiori de demain, avec les mêmes outils qu'hier. Donc il faut justement cette prise de conscience individuelle et collective que nos régimes de protection sociale, on a vraiment la chance de les avoir,
il faut aussi pouvoir les préserver dans le cadre d'une solidarité nationale. Et que ces aménagements, ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir continuer à travailler plus longtemps. Il va falloir aussi aménager tout au long de la vie pour que les gens puissent aussi faire des choix eu égard à leurs ressources physiques, psychiques, économiques peut-être, pour préserver aussi les régimes de protection sociale, et puis que tout ce qui est engagement associatif notamment, beaucoup réalisé par les retraités, ça a une valeur monétaire. Et c'était une de mes collègues économistes qui disait tout ce qui est compté compte. Et il faut compter effectivement tout ce temps produit par les engagements bénévoles avant la retraite et après la retraite. Et vous avez parlé aussi du statut de ceux qui s'occupent de leurs parents. Donc on est dans la maison des aînés et des aidants. Tout le temps produit, il y a peut-être parmi vous des aidants, par cette aide finalement, qui est une forme de solidarité qui vient s'ajouter à la solidarité nationale, qui est la solidarité familiale ou amicale. C'est aussi du temps qui peut être converti en engagement monétaire. Donc en tout cas, dans une société qui survalorise la rapidité, la productivité, l'efficacité, et j'en passe, où il vaut mieux être jeune, riche, bronzé, intelligent que vieux, décati sans le sou, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même un petit boulot possible à faire. Et je pense que vous y participez aussi. Donc, temps libéré, donc c'est joyeux, c'est heureux, on a de la chance. Mais pour certains, ça peut être très angoissant, cependant. Parce que c'est la question de la reconnaissance qu'il y a derrière le statut. De comment je suis reconnu dans cette société si je n'affiche pas ces critères hyper valorisés, en fait. Donc, avec les diktats de rester rapide, efficace. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a une autre rupture qui est assez fondamentale quand on Alors, part à la retraite. je ne vois pas. Oui, Oui. allez, dites. C'est qu'en fait, on quitte un collectif, en général. Oui. Quand on travaille, on est dans un collectif, petite ou grosse entreprise, sauf si on est travailleur indépendant, mais en général, on est dans un collectif, et subitement, on quitte un collectif sans qu'il n'y ait un autre collectif qui nous attende. Il y a une forme de solitude, de fait, qui s'installe, parce que vous quittez un groupe pour plus rien. Et c'est ça qui est un peu angoissant. Donc, et souvent, l'ambition, c'est de se dire, je vais tenter de préparer ce pseudo-futur en imaginant peut-être un autre collectif, mais c'est déjà, compliqué de le trouver. Et puis parfois, on imagine des choses qui ne se réalisent pas du tout. Enfin, je pense que c'est une des ruptures qu'il est assez compliqué de gérer. Alors, on peut aussi ne pas avoir envie d'avoir un autre collectif. Une certaine solitude, ça fait du bien. Mais peut-être pas tout le temps. Oui, je termine. Et le succès de ce groupe, que j'observe un peu par personne interposée, donc je le vois en tant que spectateur, c'est que justement, je pense que ce qui plaît, c'est qu'elles ont trouvé un collectif sans trop de contraintes. Vous avez constitué vous-même le collectif. Voilà. Le collectif qui vous correspond à un moment donné. En tout cas, je suppose que c'est ça. Parce qu'effectivement, mais tout au long de la vie, on appartient plus ou moins à des collectifs. Il y a les collectifs imposés, effectivement, l'école. Enfin, le premier collectif, c'est la famille, puisque, effectivement, c'est là que nous allons démarrer notre vie. L'école, l'université, les engagements politiques, les engagements cultuels, associatifs, sportifs. Si on les a eus tout au long de sa vie, puisque après, l'autre collectif, c'est le travail, effectivement. Mais si on n'a eu que le travail et la famille comme collectif, et que ces deux-là disparaissent ou s'amenuisent, d'accord, eh bien là, oui, le danger est beaucoup plus grand que si on a noué des liens et des engagements à différents endroits. Donc,
plus on aura de collectifs, un collectif de voisinage, un collectif sportif, culturel, une chorale, des engagements associatifs ou politiques, c'est aussi l'exercice de la citoyenneté qui va se réaliser à tous ces endroits-là, en fait. Et auquel cas, finalement, vous allez les poursuivre. Parce que les mettre en place juste au moment où le temps est libéré, ça va être plus compliqué. Vous avez dit, on côtoyait des jeunes, mais rien ne nous empêche, en dehors du travail, de s'investir dans des lieux où il va y avoir des jeunes comme des vieux. Alors après, il faut peut-être les repérer. C'est vrai que dans certains endroits, on voit plus de têtes blanches et de cheveux gris que dans d'autres. Parce que c'est aussi, je sais pas, on est rennais, alors quand on va au TNB par exemple, mis à part les soirs où il y a les collèges et les lycées qui sont présents, oui, il va y avoir mais parce qu'on a aussi ce temps libéré. Le lendemain matin, si on a vu une pièce de théâtre de 3 heures, on n'est pas obligé de se lever tôt. Voilà. Mais vous pouvez aller les concerts, il y a des tas de choses. En plus, à Rennes, on a des festivals entre les transmusicales, Mythos, tout ça. C'est des endroits où il y a une mixité générationnelle et sociale. Vous pouvez être seul dans un collectif. Vous pourrez rester seul. Tout à fait. Et c'est là qu'une des questions qui avait été posée dans le groupe aussi, c'était de se poser la question, est-ce qu'à la retraite, on continue à se faire des amis? Et une des personnes qui est présente là, qui dans le groupe ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, elle est très juste dans ses mots, Joël, sans la citer, je sais qu'elle est là, avait répondu, sur le temps de ma retraite, non. Et en fait, je perds plutôt des amis. Et c'est ça aussi le problème de la retraite. C'est qu'au-delà d'un vieillissement du troisième âge et de ça qu'on ne peut pas actuellement évoquer parce qu'on se trouve jeune dans notre vieillesse, c'est de se dire, mais c'est un temps aussi pour ça, pour se faire... Alors, est-ce que c'est parce qu'on est formé comme ça, la réaction avait été de dire « Ah ben non, on ne se fait pas d'amis, on se fait des connaissances. Oui. Et pourquoi on ne se ferait plus d'amis à la retraite ?» C'est quand même surprenant ce constat. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, il y a des choses où on n'arrive pas à se retrouver, et il y a des ajustements qui sont encore nécessaires. Alors là aussi, au point de départ, on n'a pas tous les mêmes formes, même si l'humain est un animal social. Donc, mis à part les grands ermites, on a besoin les uns des autres et on ne le sait pas assez, disait Albert Jacquard. Mais certains d'entre nous ont beaucoup plus besoin du lien social que d'autres. Certains, la personne avec qui ils s'entendent le mieux, c'est avec eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas, même sans être très entourés, ils ne vont pas souffrir de solitude. Et ce que vous avez dit, on peut être très entouré et pour autant souffrir de solitude, ce qui n'est pas la même chose que l'isolement. Et il y a une très bonne enquête, un baromètre tous les ans qui est renouvelé par les petits frères des pauvres, parce qu'il y a aussi un plan, et la maison des aînés et des aidants, elle a aussi cette fonction de lutter contre l'isolement, parce que l'isolement, c'est un véritable risque, effectivement. Et qu'il est plus difficile de nouer des nouvelles relations à la retraite, effectivement, que pendant les études universitaires, par exemple, où on va partir, boire des coups, aller à un concert, etc. Ça se fait un peu moins à la retraite, mais néanmoins, c'est pas impossible pour autant. Mais ça demande, en fait, un mouvement, c'est-à-dire un désir, une volonté, enfin, en tout cas, une approche volontariste. Et pour autant, la solitude, de toute façon, c'est consubstantiel de l'humain. Donc, il y aura toujours une solitude irréductible, même très entourée. Alors après, dans la gestion du rapport au temps, il y a ceux qui vont qui vont remplir ce temps libéré pour contrôler l'angoisse par rapport au risque de trop de vacuité. Il y a quelque chose qui est assez difficile à trouver comme équilibre parfois, c'est
savoir dire non aussi. C'est-à-dire qu'on peut être, par peur de ne pas être suffisamment en lien avec les autres, on va accepter des tas de sollicitations, notamment du côté du bénévolat, mais on peut faire un burn-out de bénévoles peut-être. En tout cas, vous voyez, si c'est pour reproduire quelque chose qui va donner aussi des contraintes, attention, danger aussi. Et pour d'autres, ça va être le fait d'avoir des petits-enfants, d'avoir envie de s'en occuper, mais ça devient un systématisme. Toutes les vacances scolaires, c'est les petits-enfants. Enfin, peut-être que je vois des hochements de tête, certains s'y reconnaissent, ou tous les mercredis. Puis, vous voyez, c'est comment faire un aménagement ni trop peu. Et prendre le risque aussi de dire non à ses enfants en disant là je peux, mais là je peux pas. Parce que là aussi, il y a des solidarités avec les générations suivantes et avec les générations précédentes qui vont être des solidarités qui vont avoir aussi une valeur économique. Et il y a certains et certaines femmes, peut-être plus que d'autres, vont se retrouver dans ce qu'on appelle cette position sandwich, en fait, parce qu'elles vont avoir une mère qu'il va falloir aider, et puis des enfants qu'il faut aider indirectement en accueillant les petits-enfants. Parfois, ça peut être un peu difficile. Et peut-être, c'est aussi une des choses que vous avez dit dans le podcast, c'est le temps pour soi. Le temps pour soi, que je sois seule, ou le temps pour soi, couple. Et y compris quand on est en couple, il faut du temps pour soi seul aussi. Parce que le couple a besoin aussi de ses respirations. Enfin, je sais que c'est une des choses que vous avez aussi abordées. Donc, et quand on est seul, ça ne va pas être la même chose, parce que la solitude, oui, c'est pas pareil que quand il y a le couple où on va, de toute façon, on ne sera pas tout seul à manger le soir. Alors que si on vit seul, il va falloir se mobiliser pour pas manger tout seul tous les soirs. Donc ça demande peut-être un effort, en tout cas supérieur par rapport à... Vous partagez ça, la difficulté à se faire des nouveaux amis? Non? Alors monsieur, dites-nous. Vous? J'ai conservé mes anciens amis. Alors oui, mais on garde les anciens, mais est-ce qu'on en fait des nouveaux? Je peux m'en faire des nouveaux aussi. D'accord. Oui. Bon. En voyage, par exemple. Les voyages. Oui. Ah oui, on n'avait pas abordé la question des voyages. Le voyage, effectivement. Alors, voyage seul ou voyage avec en groupe? Voyage en groupe. Ouais. Et avec mon ami. Donc, investir de nouvelles relations. Mais effectivement, l'avancée en âge fait que le risque de perdre des amis, c'est aussi l'âge où on commence à avoir de plus en plus des gens qui vont être limités peut-être dans leurs possibilités physiques ou qui vont avoir du mal à vivre ce moment-là aussi. Et des gens qui vont mourir aussi. Enfin, je crois qu'on ne peut pas évacuer la question de la mort quand on a eu la chance d'arriver à ce moment de la retraite. C'est en gros 2/3 de la vie. On sait que qu'on est sur le dernier moment, qui peut être long, parce que c'est 30 ans d'espérance quand même, en gros. Mais voilà. Et avec la question aussi de dans quelles conditions peut-être. Si on revient sur le temps, une des questions qui revient souvent aussi, c'est on a tendance à meubler son temps et à vouloir à tout prix se prévoir des activités, d'être tout le temps dans l'activité pour ne pas avoir le sentiment d'avoir du temps libre, quoi. Et c'est épuisant, ça aussi. Ça peut être épuisant, oui, voilà. Voilà, c'est aussi, si c'est comblé. Enfin, vous voyez, en fait, c'est la question du sens. Ouais. C'est pourquoi je fais... c'est en être conscient
il y a pas mal de retraités quand même qui disent, et d'ailleurs c'était une des choses dans la recherche-action, par rapport à ceux qui allaient être en retraite et qui côtoyaient ceux qui étaient déjà en retraite, ils disaient « Ah, mais ils nous répondent qu'ils n'ont jamais été aussi occupés que depuis qu'ils sont en retraite. » Alors on peut se demander, voilà, avant, mais en tout cas, voilà, il y a... Et ils ne sont jamais libres, ils ont un agenda, ils ne sont jamais libres. Donc ça, c'est là aussi une question d'équilibre en termes de activité ou action-contemplation. Le même être peut, moi qui suis très active, avoir aussi des besoin de contemplation, et ça va peut-être être aussi quelque chose, enfin c'est les vieilles personnes qui me l'ont appris, hein, c'est, tout ce que je vous dis là, c'est les autres qui me l'ont appris, c'est ce besoin de plus en plus important de pouvoir être soi-même, avec ses propres penser, ses propres questionnements existentiels aussi, hein, parce que c'est une transition existentielle. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est pour ça que je parle de burn-out associatif ou de burn-out d'activité. Le risque, effectivement, c'est le risque de l'effondrement. Alors comme on était avant très actif, s'il n'y a rien, il y a ce risque-là, mais même en ayant remplacé par un autre type de remplissage, le risque de l'effondrement, il peut quand même être là. C'est-à-dire que si à un moment donné, je ne peux plus faire parce que, allez, bêtement, je bute sur le trottoir, je me casse la figure, j'ai juste une jambe dans le plâtre, peut-être que je vais avoir beaucoup de mal à vivre ça. Parce que c'est cet événement-là qui va m'obliger à recomposer le temps pour moi. Donc, voilà, peut-être se ménager des temps de vacuité ou des temps, y compris de solitude, des temps où il n'y a rien qui se passe, rien de visible, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. En tout cas, qui peut se passer, alors qu'autrement, peut-être, ça ne va pas pouvoir se passer. Donc, c'est une réflexion peut-être que vous partagez aussi dans vos groupes plus introspectives, en fait. Gérard en parle un peu dans le podcast, il dit qu'on n'est pas obligé de faire. Si on a envie de rien faire, on ne fait rien. Alors, il ne va pas jusqu'au mot contemplation, mais c'est cultiver sa vie intérieure aussi, c'est pas inintéressant. Les mots ont leur importance. On en parle dans le podcast et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire avec le mot retraité. J'allais dire quelque part, effectivement, moi je ne supporte pas, je suis gêné quand les gens parlent t'es à la retraite, t'es retraité, je ne me sens pas concerné, quoi. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver d'autres mots. Et c'est pour ça que le mot d'actif libéré, faute de mieux pour l'instant, paraît bien définir en fait que quelque part beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite, dans notre groupe en tout cas, souhaitent, c'est-à-dire effectivement rester des actifs comme avant, mais différemment, et avec effectivement ce dont on a déjà beaucoup parlé, le fait d'être libre, d'avoir de la liberté. Sur l'effondrement dont vous parliez tout de suite, là, j'allais dire, il en existe tellement des effondrements pour ceux qui bossent que, j'allais dire, il y en a effectivement pour ceux qui sont à la retraite, mais c'est surtout le boulot qui casse des gens et des relations humaines qui cassent des gens parce qu'effectivement les choses se vont souvent quand même pas si bien que ça, et parce que justement il y a de la compétition, il y a de la concurrence, ça peut être sacrément destructeur quand même. Effectivement, ce que je vais dire là, c'est sans doute pas valable pour tout le monde, mais moi je le vis comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce temps-là peut être un temps comme on n'a jamais vécu sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus les contraintes quand même énormes qui pèsent, qui sont matérielles. Il faut le réveil le matin, il faut se préparer, il faut aller s'investir mentalement dans son boulot, et là, tout ça, ça n'existe plus. Donc en fait, notre esprit est disponible pour penser les choses autrement. Et quelque part, effectivement,
nous, les personnes qui ont quitté l'activité professionnelle, peuvent inaugurer quelque part une société de demain qui serait un peu plus équilibrée. C'est-à-dire effectivement où les gens auraient beaucoup plus de temps libre, où ils pourraient beaucoup plus s'occuper des autres, où ils pourraient beaucoup plus s'occuper de la vie publique. Et quelque part, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à vraiment travailler, à rechercher de ce côté-là et à mettre en évidence. C'est pour ça que je dis que quelque part, il y a une dimension politique dans ce qui se passe là. Complètement. Et que c'est passionnant. C'est passionnant, il faut essayer aussi de le partager avec des générations plus jeunes. C'est Catherine qui a exprimé cet après-midi dans nos échanges qu'on avait l'idée d'aller présenter notre expo dans une université. Ah bah oui. Et c'est une idée excellente parce qu'effectivement, nous, on ne veut pas enfermer notre réflexion pour les personnes qui sont effectivement, qui ont quitté leur boulot et qui ont cette chance-là. Quelque part, il se joue des choses importantes qui concernent tout le monde. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait aussi développer, c'est élargir, quoi. Mais ça, c'est sûr qu'avec votre exposition, vous avez un support de médiation et en faisant des conférences aussi avec toutes les générations, c'est-à-dire les universités, mais les écoles du travail social, les écoles de soins infirmiers ou autres. Il y a toute une approche là que vous pouvez, à laquelle votre contribution, parce que va être nécessaire et fructueuse, parce que qui mieux que vous peut dire ce que c'est que ce que vous vivez. Et comme vous le disiez, en fait, vous n'avez jamais vécu, nous n'avons jamais vécu ça avant. Donc c'est vraiment une aventure à vivre de toute façon. Mais toute la vie est une aventure à vivre, puisque quand on est jeune, on ne sait pas ce que ça va être, on ne se projette pas sur 50 ans, 60 ans. Quand on est jeune, on est immortel, et ce qui est normal, puisque de toute façon, on est dans autre chose. Et les très vieilles personnes de 90 ans et plus, quand parfois, puisque c'est aussi avec elles que je passe du temps, c'est mon bénévolat, ça aussi, en tout cas ce qu'elles m'ont enseigné, c'est que quand leur enfant, puisque même dans le podcast, certaines disent ma mère a 90 ans ou 93 ans, quand je me projette, moi j'en ai 20 ans de moins par exemple, je me dis que je peux vivre encore 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Mais parfois j'entends des enfants qui disent, et selon le modèle qu'on a aussi de parents, on va plutôt, si on voit nos proches vieillir bien, on va plutôt avoir aussi une image positive du vieillissement et être plutôt confiant. Si on les voit vieillir péjorativement, ça va être plus difficile et on va avoir oui, vieillir, je veux bien, mais si c'est pour vieillir comme ça, ce que vous dites aussi dans le podcast, ça va être plus difficile. Et en fait, ces vieilles personnes, elles peuvent aussi ne plus être actives au sens de réaliser, faire des choses. Vous voyez, on confond l'activité avec du faire, en fait. Et être actif, c'est aussi être. Et parfois, ces vieilles personnes, quand elles regardent par la fenêtre les arbres, le ciel, sans bouger de leur fauteuil pendant des heures, et que les enfants disent mais maman, c'est pas possible, avant elle s'intéressait au monde, elle regardait la télé ou elle lisait, mais là ça va pas, maman, qu'est-ce que tu fais rien, voilà. Et en fait elles ont même pas envie de dire à leur fils ou fille qui s'étonne de cette inactivité, parce que le fils ou la fille ou les proches, ils sont dans un autre monde, le monde du faire et d'enchaîner et de ne pas avoir le temps, etc. Donc à quoi bon? Ils ne pourraient pas comprendre. Ce qu'il faut, c'est pouvoir s'asseoir à côté d'eux, rien dire, parfois pendant un bon petit bout de temps, et là, finalement, ils nous sentent prêts à entendre ce que c'est que leur vie, et qu'est leur vie intérieure.
ils sont avec leurs souvenirs, ils sont avec leur préparation de l'étape ultime qui est quand même la grande énigme de la vie. Donc, sauf ceux qui, effectivement, ne s'imaginent pas mortels, parce que la révolution de la longévité, elle a produit aussi des effets pervers, qui est le risque de l'illusion de l'immortalité. Et puis ça, on peut se le prendre comme un gros boomerang à un moment donné. Alors, on l'a vu avec la crise Covid, quand même, là, notre société se l'est pris en pleine figure. Mais j'ai envie de dire, sans être trop provocatrice, heureusement que c'était plutôt les vieux qui mouraient du Covid. Oui, nous allons tous mourir, mais il vaut mieux que ce soit les plus vieux qui meurent, parce qu'ils ont déjà eu la chance de vivre tout ça et de vieillir. Donc voilà, mais vous voyez bien que c'est aussi notre insupportable de la mort qui s'est dit de manière très importante à ce moment-là. Il faut sauver des vies à tout prix. Bien sûr, c'est toujours trop tôt mourir, mais on a pensé que vie biologique. Or, nous ne sommes pas que des vies biologiques, nous sommes des vies complètes. Donc, il y avait un véritable enjeu là. Et justement, par rapport à ça, vous demandiez tout à l'heure si on avait vu une différence, est-ce qu'on avait une perception un peu différente de la retraite et puis de notre vie. Je pense que ce qui naît aussi du collectif, là, c'est qu'en fait, on est sûr de ce qu'on ne veut pas pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, entre autres, être, par rapport à nos enfants, quelque chose, parce qu'on entend souvent dans le groupe, des personnes qui disent je suis pas bien parce que j'ai dû mettre ma mère en EHPAD ou des choses comme ça. Et ça, on en prend conscience qu'on veut changer. Alors, est-ce que ça est un paradigme, comme on dit, un petit peu cette notion de retraité, et de se dire non, il faut qu'on travaille pour nous, pour notre propre vieillesse, pour notre propre fin de vie, et on est prêt en fait à partir, à se dire, eh bien, on a peut-être des gens à trouver, à rassembler, pour pouvoir avoir une voix pour dire que, eh bien, on doit travailler avec nous, on doit avoir notre recueillir votre avis. Des choses à dire pour la ville de Rennes, sur nos déplacements, sur notre façon de vivre notre retraite, et pas simplement attendre ce troisième âge, où le troisième âge, je suis désolée, mais il ne bouge plus, quoi. Il est malheureusement dans des situations qui ne permettent plus de bouger. Et il y a des actions qui se font à des endroits, des réductions de... pour le CNAF, toi. Oui, je suis le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, le CNAV. Voilà. C'est un mouvement militant qui s'est... Alors, il y en a quelques-uns, il y a Hold Up aussi. En fait, c'est si les vieux ne prennent pas la parole... voilà, non mais c'est vraiment important. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on fait à la retraite. On n'a jamais été militant, on se retrouve à la retraite et on se dit mais ça j'ai jamais fait, c'est l'occasion. Le jour où les vieux vont descendre dans la rue, et ça y est, ça commence un peu. Eh bien voilà, ça commence. Eh bien, il y a des choses qui vont bouger. Mais effectivement, on est dans quelque chose qui ne s'est jamais produit avant dans la vie de nos sociétés occidentales. Cette révolution de la vieillesse. Il y a un magazine qui vient d'être lancé, La Vieux, avec Antoine Decaune, notamment. Enfin, bon, voilà. Après, il y a des tas de choses que vous allez produire par rapport à ce que vous voulez. Alors, c'est assez facile de dire, effectivement, ce que je ne veux pas, mais du coup, le risque, c'est toujours, je ne veux pas par rapport à une image repoussoire de ce que vivent certains vieux aujourd'hui, qui sont une minorité. Parce que si je vous demande, il n'y a rien à gagner ce soir, quel est le pourcentage des vieux de plus de 85 ans, quand je dis vieux, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, qui ont besoin d'une aide à la vie quotidienne, tous services confondus, à domicile ou en établissement. Alors, dites, allez, faites vos jeux. Combien le pourcentage? Si je vous avais dit plus de 90 ans, ce sera plus. Si je vous dis plus de 70 ans, ce sera moins. Mais allez, combien? 40%.
40%. 20%, voilà. Vraiment, à la grosse louche, là, juste 20%. Mais souvent, en fait, on a une représentation qui est distordue. On pense que c'est plus. Alors, effectivement, si dans un couple, j'imagine le couple, on a 2 parents, si les 4 parents vieillissent pas bien, oui, on va se dire, on va s'inquiéter plus pour son propre vieillissement. Mais si les 4 parents vont bien, c'est pour ça qu'il faut regarder à l'image de son entourage aussi. Hein. Et donc, l'EHPAD, hein, puisque c'est aussi quelque chose qui est évoqué dans le podcast, c'est pas le destin de la plupart des vieux. Geneviève Larocque, qui était la présidente de la Fondation nationale de gérontologie, disait 85% des vieux vont bien, merci. Et elle faisait partie de ceux qui avaient eu 2 pontages, un cancer, voilà, à 82 ans. Voilà. Mais voilà. Après, nous ne sommes pas tous égaux, voilà, c'est ça. Nous naissons libres et égaux, la Constitution, mais voilà, nous ne sommes pas tous égaux. Et c'est bien aussi pour ça que penser l'avenir ensemble, penser les solidarités, autant nationales de nos politiques publiques que nos solidarités familiales, de voisinage, de collectif, c'est à nous de le faire et c'est effectivement éminemment politique et citoyen. Aujourd'hui, il y a des tas d'initiatives d'habitat partagé, d'habitat intergénérationnel, de collectifs, avec des citoyens qui, à 50 ans, s'engagent dans un projet d'habitat écologique où ils étaient dans une grande maison avant, à la campagne, ils veulent revenir pour disposer des services de la ville. Et on apprend aussi à vivre différemment, avec moins, on n'a plus besoin d'autant d'espace. Et toute la réflexion de société écologique et de développement durable, c'est un véritable enjeu des retraités aujourd'hui. C'est pas que la question des jeunes, enfin il faut aussi qu'on puisse la partager avec les jeunes. Et il y a des tas de choses qu'on peut partager avec les jeunes, il faut aller par contre là où sont les jeunes. Donc c'est à nous de faire l'effort aussi. Et de toute façon, les jeunes apprécient les vieux. Si les vieux sont des vieux ronchons, râleurs, pas agréables, ça va être plus difficile, effectivement, d'être apprécié. Mais si chacun d'entre nous fait l'effort aussi de la joie, de la jovialité, dans vos 4C, il y a convivialité, il y a coopération, c'est vraiment indispensable, cette joie. Donc voilà, viser une vie meilleure pour tous, en fait, pour nous tous. Je vois des hochements de tête, mais est-ce qu'il y a d'autres... voilà, il y a sûrement des tas de choses qu'on n'a pas abordées. Dans votre podcast, vous avez, je vous le dis, il faut que je remette mes lunettes quand même, les 4 épisodes, il y en a un, c'est le pot de départ, on en a parlé, le temps libéré avec la question que faire, on en a parlé, mais vous avez l'amour grisonnant, puisque je suis allée déjà à la mort, on l'a évoqué, alors on se garde le beau sujet pour maintenant, quoi, l'amour grisonnant, alors... Parce que retrouver d'autres relations, ça peut être aussi la volonté de partager sa vie ou pas avec quelqu'un, mais ou de partager des choses avec quelqu'un, de la sexualité, de l'affection, des projets, du plaisir, alors même que peut-être on ne s'est pas trop occupé de sa vie affective et sexuelle pendant la période précédente aussi. Le temps libéré, ça peut être aussi du temps qui peut s'investir de cette manière-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses que vous abordez dans votre groupe? Oui. Oui. Oui, je m'en doute, puisqu'il y a... Et alors, est-ce que quand je parle de ça, c'est quelque chose qui peut être... ou pas assez abordé, ou qu'on a envie d'aborder, mais on n'ose pas, madame, allez. Oui, bon, je veux bien en parler. Donc effectivement, oui, l'amour, moi pendant 20 ans, je me suis occupée de mes gamins, et puis voilà, j'ai divorcé. Et j'ai eu un problème de santé important,
Et puis là, on me disait, tu vas sur un site internet, c'était avant. Moi je dis non, je suis pas prête, du tout. Je suis pas prête. J'ai été opérée, parce que c'était une opération assez lourde. J'ai été opérée, et quand j'étais opérée, je suis sortie. 2 mois après, je me dis, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'aimer. Et je me suis inscrite sur un site internet. Et j'ai rencontré mon compagnon que j'ai à l'heure actuelle. Et donc, je trouve ça beau, en fin de compte. Je vis l'amour différemment qu'à 20 ans. Il y a souvent aussi Merci pour le témoignage. la problématique des enfants. Le regard des enfants devenus adultes et qui ont du mal à accepter leurs parents avec des nouvelles relations. Et surtout s'il y a eu un décès ou autre, la place du manquant qui vient en fait perturber le cercle familial. Ça, c'est un point aussi qui est difficile pour aborder. Ou alors on vit en fait ces amours entre guillemets, ou pas ces amours, c'est pas mal. Hein, Oui, ouais, moi je veux bien. Hein. On les vit en fait à ce moment-là en secret, quoi. Un peu caché. Un peu caché. Et c'est malsain dans une famille, quoi. Donc il y a un malaise à ce niveau-là. Ouais. Mais peut-être à cause aussi de notre éducation, où par rapport aux enfants, on ne sait pas. Alors, oui, dites. Ouais. Alors, vous disiez, c'est malsain. En fait, bon, voilà, après, la sexualité, c'est quelque chose, et l'amour, c'est quelque chose d'intime. Donc, quels que soient les âges de la vie, on peut avoir plus ou moins envie, selon aussi comment on est à l'aise avec ça, avec l'intime, de partager. Et parfois, on peut aussi, sans le vouloir, choquer en partageant trop. Ces enfants, qu'on soit, on va dire, jeunes ou vieux, en tout cas, quand nos enfants sont jeunes, ils voient la relation amoureuse du couple parental, puis ils voient aussi le couple parental parfois se séparer, ils voient aussi des recompositions. Après, c'est qu'est-ce qui va vous convenir à vous aussi, à chacun. Parfois, on peut avoir envie de partager son bonheur de l'amour et d'une vie épanouie et se rendre compte que c'est pas si simple que ça à partager parce que il y a des images idéales, en tout cas, Pour certains enfants, c'est plus difficile à faire bouger. Mais peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui déjà ont eu du mal à voir leurs propres parents, très âgés, retrouver un amour à 85 ou à 90 ans. Je sais pas. Non. Il y a beaucoup d'amour dans les maisons de retraite. Voilà. Comment ? Ils sont encore plus vieux. Donc, c'est aussi... Non, mais en fait, l'amour n'a pas d'âge. Le sentiment amoureux, après, madame disait, on aime différemment, oui. Toute la vie, de toute façon, on va explorer l'amour éros, l'amour philia et l'amour agapé, enfin, les amitiés, la relation filiale et... La relation conjugale ou amoureuse, érotique, ça va se conjuguer différemment entre 20 ans ou bien 90 ans. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué non plus dans le couple, par rapport au couple, c'est les séparations. On a constaté aussi qu'au moment de la retraite, oui. Des gens qui avaient projeté leur retraite en couple et autres, eh bien, il y a l'un des deux qui décide que sa retraite, ça ne va pas être du tout ça, et décide de quitter le couple. C'est aussi très difficile à vivre. Dans la recherche-action, on l'a remarqué aussi, il y a effectivement un facteur de risque, et c'est prouvé aussi par les chiffres, effectivement, d'augmentation des divorces entre 60 et 70 ans. Hein, donc, en sachant que avant, probablement, il y avait autant ce désir, ou en tout cas, il y avait des séparations déguisées, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, il y a le point de l'autonomie économique des femmes permet aussi de dire
voilà, je n'ai pas besoin. Donc voilà, ça c'est quand même pour les femmes, c'est un point très important. Et effectivement, si les projets n'ont pas été parlés avant, bah oui, faute de temps, on ne se parle pas trop, chacun fait sa vie, son travail, etc. Et ben, au moment où la retraite arrive, effectivement, c'est là qu'on se rend compte, on ne s'en est pas rendu compte avant ou on a fait comme si ça n'existait pas, mais il y a une divergence de point de vue par rapport à cette projection. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va se dire là où avant, on n'était pas confronté à qu'est-ce qu'on peut se dire, ce tête-à-tête, parce que le travail occupait beaucoup. Chacun et les enfants. Voilà. Et chacun pouvait avoir son activité. Puis on se retrouve ensemble 24 heures sur 24, 365 jours par an. Enfin, voilà. Donc, il y a un vrai réaménagement, effectivement, à envisager. Ouais. Alors, comme je vois l'heure qui tourne et que du coup, on va arriver un peu à la fin de ce temps ensemble, je voudrais quand même qu'il ne reste pas une question ou une remarque que vous auriez eu envie de poser ou de faire à tout le monde. Moi, j'avais juste une petite remarque, une question. Est-ce qu'on a mesuré la réalité du bonheur des retraités ? Alors, oui, vous savez, ça, il y a régulièrement les baromètres. Donc, les vieux vivent mieux que les jeunes, mais parce qu'ils relativisent aussi mieux et qu'ils ont souvent quand même un pouvoir économique globalement meilleur que les jeunes, qu'ils ont moins d'angoisse d'avenir que les jeunes aujourd'hui, et avec l'avancée en âge, alors même qu'on pourrait se dire oui, mais ils ont leur douleur, la maladie, etc. Eh bien, les vieux, sur l'échelle d'appréciation de leur bonheur, sont à un niveau supérieur aux générations plus jeunes. Je dis ça parce que parfois on a le sentiment qu'il y a une forme d'injonction au bonheur pour le retraité. Entendu, quand vous pour tout le monde, oui, je veux dire pour tout le monde. Encore actif, vous voyez un retraité qui retourne vous voir sur le lieu du travail, il est forcément heureux. Et parfois on se demande, est-ce que c'est aussi vrai qu'il veut bien nous le dire ? C'est-à-dire que, comme il y a comment dirais-je, c'est comme ça qu'on va les choses. On imagine ce temps avec parfois de telles ambitions qui seraient cruelles de venir nous dire mais non, en fait ce temps c'est pas si génial que ça, mais fais-toi, mais il y a des trucs qui me font chier, entre guillemets. Bon, voilà. Donc personne ne le dit, et c'est pour ça que quelquefois je me dis tiens, si on mesurait la réalité des choses, peut-être on serait surpris. Mais... Oui, mais vous voyez bien qu'il y a faut toujours être précautionneux entre la mesure globale et puis l'expérience vécue de chacun. Et effectivement, il y aurait peut-être quelque chose d'un peu, en tout cas, si maintenant je suis libérée en termes de temps, etc., j'ai quand même un revenu, même si c'est moindre que j'avais quand je gagnais, mais j'ai eu le temps d'accumuler aussi peut-être des économies ou un peu de patrimoine, plus ou moins, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre certains d'entre nous. Et le fait que je peux faire des jaloux, des envieux. Oui, maintenant, là où quand on est au travail, certains aspirent à la retraite 15 ans avant qu'elle n'arrive. Vous voyez et donc, oui, on y arrive. Et celui qui est au travail, il pourrait dire, si on se plaint un peu, si on se plaignait, on va dire, quand même, t'as tout pour être heureux. Mais vous savez bien que c'est pas ça qui fait le bonheur. Hein ? Le retraité dit rarement qu'il est malheureux. Il se cache alors ? Ouais. Oui. Je dis, ça a des avantages. Oui. Ça veut dire aussi que ça peut avoir des inconvénients. On n'a jamais que les avantages sans les inconvénients d'une situation. C'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, mais pas que. Après, chacun. Mais voilà, en fait, vous voyez bien que le risque, c'est que on ait une image du retraité consommateur seulement. On n'a pas parlé des loisirs, les voyages, on a parlé un peu du TNB, voilà, consommateur de loisirs, mais et qui ne serait pas engagé dans la société. Alors il peut y avoir
enfin c'est sans jugement, il peut y avoir un besoin aussi, d'abord d'un temps de repos quand même pour beaucoup, parce que la dernière période elle est difficile. Donc, et ce temps de repos et d'un temps de jouissance de toutes les possibilités qui s'offrent. Et il faut se l'accorder. Et d'ailleurs, le bénévolat, il est plus important après 70 ans qu'avant. Parce qu'il y a besoin de ce temps-là, ce qu'on appelait autrefois le repos bien mérité, mais en tout cas de pouvoir jouir de cette étape nouvelle. Voilà. Et puis après, comme il y a la question du sens, on ne peut pas être que des consommateurs, donc forcément, on va se réinvestir peut-être petit à petit dans des choses qui vont donner un sentiment d'exister. C'est pas la même chose que vivre. Oui. Je dis toujours, moi, la retraite, c'est avant tout la liberté. C'est la liberté, comme tu disais, de choisir ce que l'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, en fonction de l'avancée dans l'âge, de périodes de vie. Je trouve que c'est que du bonheur. Je trouve ça chouette, quoi. Ouais. Oh bah tiens, je vais faire ça. Merci Christine. Oui. Oui, et vous avez abordé à 2 ou 3 reprises une notion que j'ai interprétée comme étant la valeur économique des services rendus par les actifs libérés dans leurs actions de bénévolat ou d'aide. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça en fait? C'était quoi? La reconnaissance par l'actif libéré du fait que justement il rend des services à la société et ça le renforce dans son amour-propre, En tout cas, il y a la positif pour lui. Enfin, je sais pas dans il y a quel la sens question de il l'a- l'utilité sociale en fait, donc d'être reconnu comme quelqu'un qui participe à la vie de la cité. Et puis quand je dis la valeur économique, il faut le mesurer, c'est-à-dire que le discours politique à l'excès, c'est les vieux coûtent cher. Mais les vieux produisent aussi, c'est-à-dire vous produisez de la valeur. Vous produisez pas du travail, mais vous produisez à chaque fois que. Mais il y a aussi toute l'activité invisible. À chaque fois que vous rendez service à une voisine, quelqu'un dans la rue, puisque vous disposez de temps comparativement à celui qui va dire bah non, je passe mon chemin parce que j'ai autre chose. Voilà, vous voyez bien que c'est une manière de prendre soin les uns des autres, donc sans aller trop sur les philosophies du Caire, mais c'est vraiment ça. C'est aussi une posture éthique que nous pouvons tous avoir, effectivement, de l'entraide et de la solidarité. Donc, c'est montrer que ça vaut, que ça a de la valeur. Voilà. Par curiosité, moi j'aimerais bien savoir si dans cette salle, il y a des gens qui ne sont pas encore. Oui, moi aussi, c'était ce que j'avais envie de faire. Merci. Cumul emploi-retraite. Ouais. Wow. Ouais. Il y en a pas mal quand même. Je suis en retraite, mais je continue de travailler. Voilà. Je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à pouvoir le faire. Vient de se terminer. Ouais. Pré-retraite vient de se. D'accord. Et est-ce que ce qu'on a pu se dire là ce soir, c'est utile, éclairant, ça rejoint vos préoccupations, vos interrogations? Je pense que d'être encore en activité, Ouais. ça, entre guillemets, je Franchement, me dis, ouais. ça protège. Ah bah oui. On a peur, c'est pour ça. Ouais. Complètement. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir mes droits à la retraite au 1er avril parce que je vais y avoir droit en continuant à travailler, mais moins. Enfin, et oui, mais donc vous êtes l'exemple même d'une bonne articulation, d'un bon équilibre. Vous mettez dans des professions un petit peu en pénurie. Oui. Moi, je fais une activité qui me plaît, donc effectivement. Voilà, voilà. Et en même temps, j'aspire aussi à faire ce que je veux quand je veux, donc des fois, c'est un peu compliqué. Oui. Moi, j'ai un associé qui va avoir 82 ans en février. Ouais. Les professions de santé, effectivement, oui. Et en même temps, c'est rester au contact des jeunes, au contact de. Ouais. Mais en fait, il faut que ça ait du sens, et ça, je pense que c'est important.
Pour les autres, il y en avait dans le fond là qui ont levé la main, pas encore retraités. Oui. Et Mélinda. Ouais, ma jeune amie, voilà, j'ai des jeunes amis. Merci pour le témoignage, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Je me permets, moi, la retraite, c'est pas tout de suite, hein, mais du coup, c'est très inspirant et je trouve qu'il faut quand même être très optimiste parce que on décloisonne quand même de plus en plus. Enfin, moi, je suis dans la santé et maintenant, on parle de santé intégrative. Et je me dis, on peut le pousser au vieillissement intégratif aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives en local, Petit-Fils et tout ça, qui associent la jeunesse et puis l'échange. En fait, vous parliez du verbe le faire, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes dans le partage, dans le dire, dans le témoignage, c'est des mémoires tout ça, quoi. Et c'est très précieux, c'est une richesse. Nous, c'est très instructif. Personnellement, j'ai toujours été, moi, avec des vieux, hein, c'est pas péjoratif. Et je me suis construite grâce à ça, quoi. Et je fais partie d'un club d'athlètes. Je retrouve Edith. Et voilà, dans le club d'athlètes, il y a des jeunes de 20 ans, de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça. Sauf que derrière le short, on ne sait pas. Oui, il y a des cheveux gris ou non, mais on peut avoir des cheveux gris à 20 ans, 30 ans et à 50, pas du tout. Et du coup, il y a un échange. Personnellement, on fait aussi du bénévolat ensemble. Mais c'est tellement, vraiment, Edith, hein, c'est très riche, quoi. Donc je suis contente de la retrouver là. J'ai été invitée par Isabelle aussi. Et on devrait faire un peu plus de témoignages initiatifs et sortir là vous êtes tous des pré-retraités, de retraités, mais d'inciter des jeunes pour prévenir justement ce vieillissement, parce qu'on est quand même sur une population vieillissante. On est dans une transition écologique, transition de la santé, et aussi il faut prendre en compte la transition du 3e, 4e âge aussi. On ne peut pas cloisonner tout ça, et c'est vrai que ça devient politique, effectivement. Il faut sensibiliser les jeunes aussi à ça, parce qu'on va tous y passer à un moment donné. Et pour éviter tous ces questionnements de solitude, d'isolement, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, effectivement, c'est un temps où il n'y a pas de contraintes. On peut être libre de choisir de ne rien faire. Ne rien faire, parce que nous, dans nos vies actives, il faut toujours combler le vide. Alors moi, je suis quelqu'un de très actif, hyperactif. Je ne sais pas me mettre dans un canapé. Et je me dis, pourtant, de temps en temps, ne rien faire. Les enfants ne savent plus s'ennuyer. Hein, on les inscrit à 36 activités. Voilà, parce que mon fils doit savoir jouer du piano. Et je trouve que ne rien faire, eh bien, moi, j'essaye à mon âge aussi de ne pas vouloir tout combler, parce que c'est important ce temps de réflexion, d'introspection, se nourrir de l'intérieur. Eh ben, c'est pas se nourrir que de ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi de savoir être en connexion avec ce soi, son désir, et de ma petite expérience, de mieux vieillir déjà et de me poser les bonnes questions, quoi, de santé physique mais mentale, quoi, être en adéquation vraiment avec soi-même, quoi. Et je pense que quand on est bien avec soi-même, ça retranspire sur les autres aussi. Je trouve que c'est très important. Et moi, en tous les cas, je trouve que il faut sortir de ce cloisonnement. Et on en sort. Hein. Et justement, j'ai été à une autre conférence qui s'appelle Alliés Santé pour la médecine intégrative. Et on parle au niveau national de toutes ces initiatives d'intégrer des médecins avec un acupuncteur, un réflexologue dans le parcours de soins d'une personne, et de moins dire médecine allopathique et médecine alternative. Alternative, c'est pourquoi le « et », c'est le « ou ». Et je trouve qu'avec les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, je trouve que c'est pareil. Et dans les maisons de retraite, on ne les appelle plus les maisons de retraite là-bas, on n'appelle plus les résidents, on les appelle les habitants. Et on leur fait devenir acteurs de leur santé. C'est pour ça que suivant les capacités, on met en valeur plutôt ce que le vieux sait encore faire, plutôt que de ce qu'il ne sait plus faire ou ne peut plus faire. Et il y a des ateliers où ils deviennent, c'est eux qui cuisinent pour les autres. Le restaurant est ouvert à la population extérieure, donc il y a ces échanges comme ça. Donc je pense que sur le territoire, bon, je m'arrête là. C'est très intéressant. Merci en tous les cas pour mais il y a plein de choses à inventer en tout cas, et c'est vous qui allez les inventer, effectivement. Bon, merci. 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 Merci à vous de cette invitation.